Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Je suis encore en déplacement à l'étranger, plus précisément à Dubaï, pour raisons professionnelles, mais néanmoins je reste avec vous. Je suis là pour faire cette vidéo hebdomadaire parce que c'est important de dire effectivement la réalité économique. Et c'est vrai qu'on a eu des nouvelles statistiques assez incroyables puisque la France, qui semblait aller un petit peu mieux au mois d'avril, eh bien non, les indicateurs avancés de l'activité montrent que ça repart en zone de contraction d'activité. Donc c'est vrai que c'est tout à fait en décalage par rapport à ce qu'on peut entendre ici ou là. On dit oui, les Jeux Olympiques, ça va faire de la croissance forte, etc. On va voir ça dans le détail. Et puis parallèlement, notre président a dit dernièrement que les dépenses publiques n'avaient pas augmenté. Il n'y avait pas eu de dérapage de la dépense publique. On verra là aussi les chiffres tout à fait officiels de l'INSEE et on verra que malheureusement, ce n'est pas du tout le cas. Oui, nos dépenses publiques ont tout à fait dérapé et donc c'est pourquoi croissance et déficit public, tant la France que parallèlement la zone euro, même si les pays de la zone euro fait plus d'efforts que nous, eh bien nous sommes tous en danger. Un risque de crise de la dette publique qui est en train d'arriver malheureusement. On va voir ça dans le détail. Et parallèlement, bien sûr, on terminera toujours avec une bonne nouvelle qui nous concerne, disons-le, notamment notre chaîne YouTube. Alors on y va tout de suite avec un premier graphique, parce que le programme est assez chargé. Que voit-on ici? Bien voilà, on voit donc la variation du PIB français, c'est la courbe bleue, donc en variation annuelle. Et puis la courbe rouge, c'est l'indicateur avancé des directeurs d'achat. Donc c'est très simple à comprendre, il y a une barre à 50, vous la connaissez, au-dessus c'est la croissance de l'activité, en deçà c'est la baisse de l'activité, donc encore une fois ce n'est pas un sentiment, c'est des carnets de commandes, c'est du concret, les directeurs d'achat répondent en fonction de leur activité concrète, et donc c'est vrai qu'on a eu une petite surprise puisque vous voyez que pendant quasiment toute l'année 2023, on était sous la barre des 50 pour l'indicateur donc composite, c'est-à-dire tout secteur d'activité composé, et pourtant bizarrement le PIB français n'a pas baissé. Une sorte de miracle statistique, mais au mois d'avril, on avait même eu une petite lueur d'espoir. On s'est dit, ah, ça y est, tiens, ça repart au-dessus de la barre des 50 pour la première fois depuis le printemps 2023. Eh bien non, ça y est, au mois de mai, c'est malheureusement reparti à la baisse. Alors, ce qui est d'autant plus inquiétant, c'est que la France, malheureusement, est devenue donc le seul pays, donc pour l'instant, parmi les pays qui ont publié des indicateurs des directeurs d'achat, à être sous la barre des 50. Regardez, c'est assez incroyable. Là, on a le détail donc des chiffres. Alors évidemment, l'Inde, toujours sur des niveaux extrêmement élevés. Vous voyez un peu depuis juin 2010, complètement fou évidemment. Ensuite, on a les Américains qui avaient un petit coup de mou au mois d'avril, mais au mois de mai, ça repart à la hausse. Le Royaume-Uni, ça ralentit un peu, mais ça reste largement au-dessus des 50. Ensuite, on a donc l'Australie, puis le Japon, et la zone euro, regardez bien, 52,3, un plus haut depuis mai 2023, et même l'Allemagne, regardez bien l'Allemagne qui s'était un petit peu améliorée déjà dès le mois d'avril, on était passé au-dessus des 50, et là 52,2 au mois de mai, donc bravo aux amis allemands, donc ils commencent à redémarrer finalement. Par contre nous, petite lueur d'espoir, rappelez-vous le mois dernier, 50,5, on s'était dit ça y est, on repasse au-dessus de la barre des 50, ça y est, peut-être qu'on va éviter la récession, notamment grâce aux Jeux Olympiques, parce qu'il y a des dépenses, je dirais, notamment de construction qui sont là, puis autres, donc certains s'étaient mis à croire que ça y est, c'était fini, la croissance forte était de retour, eh bien non, pas du tout, regardez au mois de mai, tac, ça repasse sous la barre des 50, 49,1, donc même nettement sous la barre des 50, et donc là on va voir que malheureusement, nous avons un déphasage entre la France et la zone euro. Donc là, c'est vrai que c'est assez particulier. Donc là, on a l'indicateur des directeurs d'achat qu'on vient de voir. Donc le niveau donc, de la zone euro, c'est la courbe bleue. Donc on était sous les 50, mais on était, vous voyez, au-dessus de la France. La France, c'est la courbe rouge. Donc normalement, c'est vrai qu'on aurait pu se dire, tiens, on va avoir une variation positive du PIB de la zone euro, du moins plus forte que celle de la France, puisque les indicateurs avancés de l'activité étaient meilleurs dans la zone euro qu'en France. Vous voyez, alors même là, si là on a un déphasage sur la fin de période, vous voyez que ça redémarre dans la zone euro. Par contre, nous, ça repart à la baisse. Donc c'est bien un problème franco-français, ce n'est pas un problème européen, encore une fois, ça c'est bien un problème franco-français qui est lié au fait que nous n'avons pas malheureusement d'économie modernisée, nous n'avons pas malheureusement de confiance dans notre économie, on a beaucoup trop dépensé un peu n'importe comment et donc finalement aujourd'hui qu'on en a besoin finalement de ces dépenses, mais finalement on ne peut pas le faire, pas assez également donc de dynamique de l'investissement ou de la consommation, si ce n'est la consommation sous perfusion, donc on se rend bien compte que la dette publique a ses limites là aussi, et si je reviens sur ce graphique encore une fois, regardez bien, donc normalement la courbe bleue, zone euro, devant la courbe rouge, donc on aurait dû avoir une meilleure croissance dans la zone euro par rapport à la France. Et là aussi, on voit bien qu'il y a un petit problème statistique, puisque, regardez bien, non, la France, donc c'est la courbe rouge, nous sommes devant la zone euro. Sauf sur le premier trimestre 2024, où là, il y a eu un peu plus de croissance dans la zone euro par rapport à la France, mais néanmoins, regardez bien, on a un problème. Cette croissance, elle est tout à fait anormale, non seulement par rapport aux indicateurs avancés, mais également par rapport à la zone euro, parce qu'on peut me dire, oui, les indicateurs des directeurs d'achat, ça marche pas. Alors pourquoi ça marche pour la zone euro et pas pour la France? Donc
Donc, vous voyez, on ne peut pas éviter l'inévitable et je pense qu'on risque d'avoir effectivement une baisse du PIB au deuxième trimestre 2024 en France, parce que justement, on voit bien cet indicateur qui est extrêmement mauvais. Et si on regarde secteur par secteur, tout d'abord dans l'industrie, regardez bien, rendez-vous compte, ça fait 23 mois, quasiment 2 ans, que l'indicateur des directeurs d'achat dans l'industrie est sous les 50. Donc en phase de baisse de l'activité, en phase donc de désindustrialisation. On me parle de réindustrialisation, je ne la vois pas dans les chiffres, regardez bien. Nous sommes bien là aussi sur un niveau de l'activité industrielle en récession en France, donc depuis 23 mois. Encore une fois, c'est pas moi qui le dis, c'est une réalité économique. Et là aussi, on voit l'écart avec la courbe bleue, c'est-à-dire le PIB, on voit qu'il y a un petit problème. Et alors, même dans les services, on a vu un petit rebond donc au mois d'avril, on le voit ici, hein, c'est la courbe verte, on est passé au-dessus des 50, et là, bam, on repasse malheureusement sous la barre des 50. On a une activité donc également dans les services qui recule. Donc là, on me dit, oui, les restaurants, tout va bien, les services aux entreprises, les JO qui arrivent, tout va bien. Eh bien non, encore une fois, arrêtons de mentir. Disons simplement la vérité économique. Et donc nous avons ici une récession qui est bien en train de s'installer en France. Alors on va me dire, oui, mais ce sont les directeurs d'achat, ça ne marche pas très bien. Alors là aussi, regardons l'indicateur du climat des affaires de l'INSEE. Oui, c'est un chiffre tout à fait officiel qui vient également de sortir pour le mois de mai. Eh bien non, là aussi, regardez bien, nous sommes sous, là c'est la barre des 100, donc nous sommes sous la moyenne de long terme. Déjà le mois dernier on était, et là ça continue de baisser. Donc ce qui veut dire que là c'est la variation annuelle du PIB. On pourrait avoir moins 1% de baisse du PIB en données annuelles, ce qui veut dire qu'en données trimestrielles, on pourrait avoir une très forte baisse du PIB au deuxième, voire au troisième trimestre. Alors on va dire, ah ben les JO dans tout ça, c'est vrai que c'est un petit peu anormal. On nous dit que ça allait générer de la croissance. Donc on se rend bien compte que pour l'instant, on a bien une baisse de l'activité en France. Et les JO dans tout ça, en fait, les JO, pour être très honnête, ça a coûté très cher, ça ne va pas ramener grand-chose. Alors, si on regarde l'estimation, à la base, on avait annoncé à peu près 6 à 8 milliards de coûts des JO en termes d'infrastructures, notamment de sécurité, etc. Et maintenant, la facture se monte à 12 milliards d'euros. Donc, qui paye évidemment? On me dit non, c'est tout à fait payé par les sponsors. Ben non, hein, les 6 milliards peut-être, mais pas les 12 milliards. Donc, c'est quand même le double. Donc, ça veut dire que là aussi, ça va faire de la dépense publique, du déficit public. La ville de Paris également va payer. Puis surtout, nos impôts derrière qui vont certainement repartir à la hausse. Et alors, on va dire, oui, mais ça va générer des gains. J'entends des chiffres complètement fous. On me dit, oui, ça va amener 10 milliards, 20 milliards. En fait, qu'est-ce qu'on calcule? On dit, oui, il y a un tel nombre de touristes qui va arriver. Le problème, c'est qu'au mois d'août à Paris, il y a toujours énormément de touristes. JO ou pas. Donc l'effet supplémentaire des JO va être extrêmement limité, puisque globalement, alors c'est vrai que là, bon, si on est dans Paris, on voit qu'il y a des estrades un peu partout en plein milieu de la ville. Alors d'ailleurs, ça crée des problèmes de circulation, donc c'est même pire, ça enlève de l'activité, parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui d'entreprises qui ne veulent même plus rentrer dans Paris. Donc l'activité dans Paris se réduit, y compris pour les Parisiens également. Donc vous voyez que les gains ne sont pas évidents. Donc dans le meilleur des cas, j'ai estimé que l'effet positif, en plus du tourisme habituel du mois d'août, si vous voulez, sera de 2 à 3 milliards net. Si tout va bien, évidemment, on l'espère, bien entendu. Alors, quand on dit oui, mais l'image de Paris, vous vous rendez compte? Là aussi, encore une fois, l'image de Paris n'a pas besoin des JO. C'est bien, on est content que ça soit là, ça va faire du sport, ça va être très sympathique, du jeu, comme disait César, des jeux, comme disait César à l'époque. Mais ça ne change pas la réalité de l'économie française, qui reste sur une croissance molle. Alors, on me dit oui, vous êtes pessimiste. Non, je suis optimiste. Mais il faut être avant tout réaliste. On ne peut pas mentir aux Français en leur disant que les JO vont ramener des dizaines de milliards d'euros, c'est complètement faux. D'ailleurs, quasiment aucun JO n'a été rentable, hein, que ce soit les JO de Londres, de Rio, de Moscou, etc., même de Pékin et autres. Il n'y a que les JO de Los Angeles et d'Atlanta aux États-Unis, parce que là-bas, bon, ils sont très portés justement sur le business, peut-être plus que chez nous, qui ont été, je dirais, profitables, sinon pas du tout. Regardez les hôtels, les Airbnb, etc. On me dit, oui, alors les prix vont flamber. Il n'y a pas de location, très peu, donc les prix vont certainement baisser, parce que ça n'avait pas de sens, bien entendu, mais là aussi, il n'y aura pas cet engouement en termes de tourisme, sachant que habituellement, au mois d'août, il y a déjà beaucoup de touristes qui viennent donc dans la capitale, indépendamment des JO. Donc tout ça pour dire que la croissance, malheureusement, reste faible. On a même une récession qui risque de revenir en France. Vous voyez, c'est assez fou, parce que la zone euro, ça s'améliore, et malheureusement, la France, ça se détériore. Donc on a bien cette difficulté supplémentaire, encore une fois, qui est franco-française. Alors sur ce, notre président nous a dit il y a quelques jours qu'il n'y avait pas de dérapage de la dépense publique.
vraiment, un président ne devrait pas dire ça, parce qu'on a des chiffres, encore une fois. Moi, je veux bien qu'on dise ce qu'on veut, c'est très bien, c'est bien de faire du marketing, de la méthode coût et ce que vous voulez. Mais encore une fois, il y a les chiffres de l'INSEE qui sont tout à fait officiels. Et donc, que voit-on sur les dépenses publiques? Alors déjà, les dépenses de l'État, parce que M. Macron nous a surtout parlé des dépenses de l'État. Bien voilà les chiffres de 2019 donc, à 2023, parce qu'on n'a pas les chiffres de 2024 évidemment. Vous voyez que la dépense publique uniquement de l'État a augmenté de 23,6%, 114,2 milliards d'euros supplémentaires, et on passe de 483,8 à 598 milliards d'euros. Si on regarde les dépenses totales, toute la puissance publique, ça veut dire collectivités locales, sociales, etc., là, ça a augmenté de 19,4, bon, un peu moins, mais quand même quasiment 20%, 261,3 milliards d'euros. Regardez bien maintenant la dépense publique totale, 1607,4 milliards d'euros, donc de chiffre de l'INSEE, encore une fois. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a eu de l'inflation. Certes, mais encore une fois, même si on compare au PIB, parce que le PIB en valeur également a augmenté de l'inflation, eh bien là aussi, le poids de la dépense publique par rapport au PIB a augmenté. Ça veut dire que même si on tient compte de l'inflation, eh bien la dépense publique a plus augmenté que l'inflation, malheureusement, et c'est ça le problème. Et regardez bien sur longue période, là je vous ai mis le ratio, donc dépense publique par rapport à PIB, donc justement PIB en valeur, ça veut dire avec l'inflation, pour tenir compte justement de cette inflation. Regardez bien, donc là c'est la tendance, et les petits pointillés rouges, ça n'arrête d'augmenter. Donc on commence en 1980, regardez bien à l'époque on avait un poids des dépenses publiques de 47,2%. Arrive Mitterrand, etc. Donc tout va bien, entre guillemets, et puis évidemment c'était une catastrophe, comme vous le savez, mais il a commencé à ouvrir la boîte de Pandore avec les Attali et consorts, maintenant qui donnent évidemment des conseils ou des leçons, mais en fait ils étaient à la base du cataclysme. Donc on voit cette explosion en 85, 53,6%. Après, on calme le jeu évidemment. Vous voyez, 1989 on redescend à 50,5%. Entre-temps, il y a eu le contre-choc pétrolier, une croissance un peu plus forte, et puis arrivent les années 90, là aussi de nouveau Mitterrand, et boum, ça repart à la hausse, 56,2%. En 2000, il y a la révolution Internet, etc. Ça va un peu mieux, on redescend à 52,4%. Mais vous voyez qu'à chaque fois, on monte très haut, puis on rebaisse, mais à chaque fois quand on rebaisse, c'est quasiment plus haut que le sommet précédent. Et ensuite, donc, une phase, on va dire, de quasiment stabilité, et puis arrive bien sûr la crise de 2008-2009, là on monte à 58%, ça va repartir ensuite à la baisse, mais toujours à 55,2%, et en 2019, avant le coronavirus évidemment oblige, là, évidemment, on lâche tout, entre guillemets, on monte à 61,7% par rapport au PIB, ce qui est logique, parce qu'il y a plus de dépenses, alors que le PIB avait tendance à baisser, évidemment, donc il y a un effet, je dirais, lié au dénominateur, c'est-à-dire le PIB, et puis là, ça rebaisse, évidemment, tout à fait logiquement. Heureusement, on ne va pas rester à 61,7% quand il n'y a pas de corona, mais regardez bien, par rapport à 2019, on a bien 2,1 points de plus, 57,3. On voit bien cette tendance, c'est-à-dire que même quand on repart à la baisse, ça reste supérieur au niveau d'avant la crise. Donc c'est ça qui est dramatique, et malheureusement, il n'y a aucune volonté de baisser la dépense publique. On me parle bien sûr des dépenses liées au chômage, mais là aussi, attention, hein, si le chômage repart à la hausse, ce qui est en train d'être le cas depuis quelques mois, même en fait depuis un an, il y avait 7,1% de taux de chômage il y a un an, là on est à 7,5%, bientôt 7,7, voire 7,8, donc on est très très loin du plein emploi, donc là aussi, attention, ne comptez pas trop sur cette réforme de l'assurance chômage pour faire baisser les déficits, malheureusement, ils vont rester élevés, et puis parallèlement, les dépenses de fonctionnement continue d'exploser les compteurs. On les voit ici, ce sont les dépenses de fonctionnement uniquement. Vous voyez bien, en 2022, ça a fait quasiment 23 milliards d'augmentation. Là, on est à quasiment 22 milliards d'augmentation. Et elles atteignent aujourd'hui, regardez bien, on a vu les dépenses totales, 1600 milliards. Il y a 546 milliards, donc un gros tiers, on va dire, de dépenses uniquement de fonctionnement. Donc ce n'est pas, je dirais, de l'investissement, ce n'est pas du social, etc. Donc ça pose bien un problème, encore une fois, d'allocation de ces moyens. Ces moyens sont là, mais malheureusement, il n'y a pas ensuite ni de croissance forte, ni de plein emploi, ni de paix sociale, ni de baisse de la pauvreté, ni de baisse des inégalités. Je montrais les graphiques dans la vidéo de la semaine dernière, d'ailleurs, qui a très bien fonctionné. Merci beaucoup pour votre fidélité. Et on voit que ça continue, malheureusement, cette pauvreté, ces inégalités, d'augmenter malgré tout ça. Donc on a bien ce problème de dépense publique qui est trop élevé, qui est mal alloué. C'est ça, il faut repenser complètement la dépense publique. J'en avais parlé dans une vidéo il y a quelques semaines, je reparlerai bientôt. Et si on regarde maintenant une nouvelle dépense que les dirigeants n'avaient pas prévue, ce sont les charges d'intérêt de la dette publique. Vous voyez, comme la dette publique augmente, certains disaient mais ça coûte rien, on s'en fiche, etc. C'est la BCE qui paye. Ben non, parce que la BCE a fait la planche à billets pour la financer, ça a fait de l'inflation, maintenant elle ne peut plus, je dirais, faire cette planche à billets, heureusement va-t-on dire, et donc il
il faut vraiment payer le prix fort sur la dette publique. Et on le voit aujourd'hui, regardez bien, chiffre de l'INSEE, mais à mon avis qui sont très optimistes. On est à plus de 50 milliards d'euros de charges d'intérêt de la dette chaque année, dès cette année, d'ailleurs dès l'année dernière. Et on voit qu'on va bientôt atteindre 75 milliards d'euros par an d'ici au plus tard 2027, ce qui veut dire, regardez bien, depuis 2017, 525 milliards d'euros uniquement pour la charge d'intérêt de la dette. Donc quand on me dit que ça ne coûte rien, il faut arrêter de dire des bêtises. Ça coûte extrêmement cher. Vous voyez, ces 525 milliards, on aurait pu les mettre ailleurs, dans les hôpitaux, dans l'éducation nationale, dans la formation, la bonne formation, évidemment, les bons investissements, l'innovation. Parce que là, on donne des annonces, des effets d'annonce, mais malheureusement, on voit bien que si on gaspille cet argent uniquement pour les intérêts de la dette, avec évidemment, là aussi, comme vous le savez, il y a des obligations qui sont indexées sur l'inflation. Donc là aussi, ça veut dire que ça alourdit la charge de la dette, puisque l'inflation, elle a un petit peu baissé, mais malheureusement, elle va sûrement repartir à la hausse, du moins elle va rester élevée, donc ce qui veut dire que la charge va être énorme. Rendez-vous compte encore une fois, 75 milliards d'euros par an, 525 milliards depuis 2017, ce n'est pas acceptable, mais tout ça est une conséquence justement des erreurs de nos dirigeants qui ont laissé la dette publique filer. Alors évidemment, on aura le 31 mai, Standard & Poor's, l'agence de notation, qui va réviser la note de la France. Alors, est-ce qu'elle va la baisser ou est-ce qu'elle va la maintenir comme on fait Moody's et Standard & Poor's? Bon, là, je vous ai mis l'ensemble des notes. Fitch et Moody's, pardon, donc n'ont pas modifié. On est toujours AA, AA2, AA-. Standard & Poor's est toujours AA. Elle pourrait quand même déprécier un petit peu, dégrader. Ça pourrait être la surprise de la fin de semaine. Mais j'ai envie de dire, peu importe. Les agences de notation ne sont pas des modèles de crédibilité. Rappelez-vous, elles notaient encore AAA des dettes subprime quelques semaines avant que ça n'explose. Donc, encore une fois, on ne peut pas tellement compter sur elles. Si on voit par exemple le Portugal pour Standard & Poor's, vous voyez, ils sont à A-, alors que nous on est AA, alors qu'eux ils ont un excédent public, l'Italie BBB, l'Espagne A. Bon, à l'arrière, c'est vrai que la France a plus d'actifs, mais comme je l'évoquais quelques semaines, même si on regarde l'actif net, ça veut dire même si on voit tous les actifs, effectivement, de la France, de la puissance publique française, l'actif net est négatif, ça veut dire que ça ne rembourse pas la dette, donc ça veut dire que la France, l'État français, malheureusement, est en faillite, ce qui évidemment est extrêmement coûteux. Et d'ailleurs, on le voit bien, c'est que indépendamment des agences de notation, les taux d'intérêt de la dette publique française continuent d'augmenter. Vous voyez, là, on avait un petit peu baissé il y a quelques mois. On repart, on est à plus de 3%. On a touché quasiment les 3,1% il y a quelques jours sur le taux d'intérêt à 10 ans de la dette publique française. Donc ça veut bien dire que l'agence de notation ou pas, on a bien compris qu'il y avait un problème de dérapage des comptes publics, ce qui veut dire que la charge d'intérêt de la dette va encore augmenter. Donc malheureusement, la France est en danger et met aussi l'ensemble de la zone euro en danger parce que si elle réactive une crise de la dette publique, ça ne sera pas comme dans le cas de la Grèce, ça sera bien pire, bien entendu. Et donc derrière, beaucoup de pays, notamment l'Allemagne, risquent de traîner la patte pour sauver, entre guillemets, la dette publique française, sachant qu'en plus, on a une amélioration de la conjoncture. Vous voyez, là on retrouve l'indicateur du directeur d'achat, ça c'est la zone euro. Vous voyez, on est au-dessus des 50, donc c'est le PIB en bleu. Donc on pourrait avoir une croissance d'autour des 1% d'ici la fin de l'année dans la zone euro. Si on voit parallèlement sur, ici nous avons donc les services et l'industrie, vous voyez que l'industrie est toujours en récession, d'ailleurs comme en France, mais les services, ça s'améliore nettement. Pourtant, il n'y a pas de Jeux Olympiques dans la zone euro. Ils sont en France, même si la France est dans la zone euro. Mais néanmoins, vous voyez qu'il y a plus d'activités dans les services dans la zone euro qu'en France. Donc c'est un petit peu bizarre. Et quand on regarde le comparatif entre les États-Unis et la zone euro, on voit qu'on a un indicateur ici, donc aux États-Unis, qui reste supérieur à celui donc de la zone euro. Donc là aussi, un effet dollar. Attention, même si l'euro reste cher, il va finir par baisser parce qu'il y a plus de croissance outre-Atlantique, c'est la courbe bleue par rapport à la courbe rouge, c'est-à-dire dans la zone euro. Pour ne rien arranger, on le voit ici outre-Atlantique, donc ils vont redémarrer, vous voyez, c'est indicateur avancé, ils seront sur à peu près 2,5% de croissance, contre chez nous autour des 0,6-0,7% en moyenne annuelle. On sera très très loin de l'oncle Sam. Donc si la BCE baisse un petit peu les taux d'intérêt, peut-être la semaine prochaine, mais j'y crois pas trop parce que l'inflation va repartir à la hausse, on en reparlera dans la vidéo de la semaine prochaine. Mais donc si la BCE néanmoins baisse un petit peu les taux alors que la Fed ne les baisse pas, ça va là aussi faire baisser l'euro par rapport au dollar. Je termine en termes de conjoncture avec nos amis anglais. Là aussi, regardez bien, ça baisse un petit peu dans les services, mais on est largement au-dessus des 50. Et dans l'industrie, l'industrie britannique est repassée en zone de croissance, elle est sortie de la récession, ce qui n'est toujours pas donc le cas pour la France et pour la zone euro, on l'a vu tout à l'heure, et les services, ça résiste bien. Donc vous voyez, la croissance britannique, on a fait 0,6% de hausse du PIB au premier trimestre, on pourrait faire encore plus au cours donc du deuxième trimestre. Donc on voit bien cette zone euro, malheureusement, et surtout cette France, nous sommes en complet décalage avec une récession qui est en train de revenir malheureusement
malheureusement en France, et donc des déficits publics qui vont encore augmenter malgré ce qu'on peut entendre ici ou là. Donc disons la vérité, regardons la réalité en face pour prendre enfin les bonnes mesures, parce que si on continue comme ça, on finira évidemment par une explosion totale et ça sera particulièrement coûteux, particulièrement douloureux. Alors quelle est la bonne nouvelle dans ce contexte? Elle nous concerne un petit peu et donc je tiens vraiment à vous remercier. Ça y est, nous avons touché donc les 150 000 abonnés. La chaîne YouTube a dépassé donc les 150 000 abonnés. Elle a été créée donc en mars 2020, déjà en plein Corona, justement pour faire face à ce Corona, pour pas rester enfermé. Donc voilà, c'est amusant parce qu'on touche les 150 000 abonnés au moment où je suis à Dubaï, donc entre guillemets le paradis des youtubeurs. Rassurez-vous, je reste en France justement pour sauver notre douce France, parce qu'on en a besoin. Est-ce qu'elle est toujours douce? On l'espère quand on voit ce qui se passe d'un point de vue social et sociétal. Malheureusement, le pays n'est pas assez tenu. Il nous faut une direction, il nous faut, je dirais, une direction crédible justement pour sauver la France, parce que nous le méritons. Donc 150 000 abonnés, plus de près de 15 millions de vues, donc plus de 220 vidéos. Encore une fois, merci à toutes et à tous pour votre fidélité. J'espère qu'on pourra continuer. Vous voyez, tout à l'heure, je parlais de Dubaï. Dubaï, c'était le premier pays où il y a eu une crise de la dette publique en 2010, avant même, je dirais, la Grèce. Et comment on a sauvé Dubaï? C'est en fait les Émirats Arabes Unis, donc via Abu Dhabi, qui ont donc finalement sauvé Dubaï en achetant cette dette publique qui était énorme, qui devenait complètement explosive. Et en échange, ils ont pris pas mal d'actifs, notamment donc le Burj Khalifa, c'est-à-dire la plus haute tour du monde. Alors, pourquoi on l'appelle Burj Khalifa? Parce que c'était le nom justement du dirigeant d'Abu Dhabi. Donc est-ce que la tour Eiffel bientôt va s'appeler, je ne sais pas moi, d'un nom de BlackRock ou je ne sais pas trop quoi, ou un nom chinois ou autre, ou un nom français, pourquoi pas? Mais enfin bon, encore une fois, il faut sauver notre France parce que la crise de la dette, elle nous pend au nez et c'est donc extrêmement dangereux. Donc gardons le moral. Merci encore pour vos soutiens, pour vos pouces vers le haut, pour vos abonnements, pour faire abonner vos amis bien entendu, et puis parallèlement pour les abonnements premium également qui continuent. Vous recevrez bien sûr tous les slides. Merci encore. Vous voyez, je reste fidèle au poste malgré les déplacements. C'est parfois un peu fatigant, mais je suis avec vous. Donc ne m'en veuillez pas si la télé n'est pas aussi belle que d'habitude, mais c'est celle de l'hôtel. Je fais ce que je peux. Donc voilà. Merci encore. Donc portez-vous bien. Bonne continuation et à très bientôt.